Face à la crédibilité du processus de 2023, nous allons en parler avec les députés nationaux, Paulin Odiane. Bienvenue, monsieur les députés. Merci. Voilà, Bonsoir. cette loi a été votée. On a vu, c'est voté. Maintenant, ça va passer pour une seconde lecture au niveau du Sénat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait du travail qui a été abattu pendant ce temps où on a vu d'abord le FCC être en dehors, on a vu même les initiateurs de cette loi claquer la porte. Tout récemment, on a même vu l'ensemble pouvoir aussi se désolidariser de députés qui ont débattu sur ça. Bon, merci beaucoup pour toutes ces questions. Je tiens d'abord à dire que la loi électorale telle qu'elle était conçue par nos collègues, c'était une bonne loi. Mais dans cette loi, il y a des dispositions qui n'ont pas été examinées, tout simplement parce que l'examen de toutes ces dispositions nécessitait impérativement la révision constitutionnelle, notamment tout ce qui est lié à l'élection des gouverneurs, l'élection des sénateurs également, et pour que nous puissions organiser des élections à suffrage direct, il faut que nous puissions réviser la Constitution. C'est ainsi que certaines dispositions n'étaient pas opportunes pour être examinées. Pour répondre avec précision... Donc vous n'avez pas été favorable à la révision constitutionnelle parce que même le chef de l'État, dans ses discours, il a toujours été favorable par rapport à certaines dispositions constitutionnelles qui devraient être révisées, comme certains articles pour passer d'un seul tour à 2 tours, la nationalité. Mais pourquoi vous n'avez pas profité de l'occasion pour toucher à certaines dispositions révisables? Bon, je crois que le chef de l'État, il a toujours tenu ses discours, c'est-à-dire il n'a pas parlé de la nationalité, il a parlé plutôt de deuxième tour, qu'il fallait organiser 2 tours de l'élection présidentielle. Mais malheureusement, selon la Constitution, pendant l'état de siège, on ne peut pas réviser la Constitution. C'est ainsi que nous nous sommes focalisés uniquement à la loi électorale. Donc sur ce point, il n'y a pas de débat. La Constitution nous interdit de retoucher ou de réviser la Constitution et accepter cette tautologie pendant l'état de siège. Mais en ce qui concerne la transparence à travers cette loi, une loi n'est une loi que s'il y a des sanctions qui sont prévues. Nous avons essayé d'analyser la proposition des lois telle qu'elle est présentée par nos collègues. Nous avons fait l'essentiel, mais tout simplement l'aspect lié aux sanctions me paraît tout à fait non convaincant, parce qu'on n'a pas pu ériger des sanctions à l'encontre de membres de la CENI. Alors, vous ne voyez pas que ça, c'est favoriser certainement l'impunité? C'est favoriser l'impunité. Et puis, vous savez, en 2018, nous avons connu des problèmes à cause de ces dérapages ou à cause de l'inefficacité de la loi électorale, qui n'a pas prévu des sanctions à l'encontre des gens de la CENI, qui se donne le luxe d'être au-dessus même de tout le monde. Et vous ne voyez pas que vous avez torpillé certaines dispositions? Parce que regardez, il y a eu 18 thématiques qui ont été proposées, et parmi les 18 thématiques, vous n'avez retenu que 5. Les autres thématiques ont été... Les 18 thématiques, comme je viens de le dire, il y a des thématiques qui ne nécessitaient pas d'être examinées, tout simplement parce que c'était des thématiques qui nécessitaient évidemment la révision de la Constitution. Notamment, je tiens aussi à préciser qu'il y a une disposition que nous avons trouvée comme étant deux dispositions qui n'étaient pas correctes. On nous demande, par exemple, pour que le gouverneur dépose sa candidature, il faut que sa candidature soit parrainée par des candidats députés provinciaux. C'est inacceptable qu'un candidat député qui n'est pas encore élu
puisse parrainer la candidature d'un gouverneur ou d'un sénateur. C'est inconcevable. Donc, vous avez refusé le parrainage. Le parrainage par une personne qui n'est que candidate. Ce n'est pas normal. Et si c'était des élus déjà, on pouvait accepter, mais des candidats, ça pose un sérieux problème. Dans ces cas, on peut facilement corrompre également les candidats. On donne l'argent aux candidats pour que ces candidats puissent parrainer votre candidature. Et dans tout ça, je ne vois pas du sérieux. L'élection de gouverneur nécessite impérativement des mécanismes, des garde-fous, parce que nous venons à peine d'assister à des bouleversements impossibles dans des provinces. Il y a la corruption qui a élu domicile. Donc, un monsieur qui n'est pas du tout un visionnaire pour la province, mais comme il a l'argent, il peut facilement acheter les députés provinciaux pour qu'ils soient élus. Oui, mais jusque-là, vous n'avez pas mis des garde-fous pour lutter ça, pour refuser toute tentative de corruption. Et vous aviez laissé passer de telles dispositions? Je crois qu'au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau de la Commission, les choses se passent à tenir compte du point de vue de la majorité. Parce que jusque-là, c'est ça, c'est cette majorité. Même ceux qui sont en dehors, ils voulaient certainement que vous renforciez certaines mesures pour limiter un peu ces tentatives de corruption, mais en vain. Moi, je suis pour qu'on puisse renforcer les conditions de l'éligibilité d'un gouverneur ou des sénateurs. Chez nous, tout le monde peut devenir gouverneur. Il suffit d'avoir de l'argent et corrompre les députés provinciaux. D'ailleurs, pour les cas qui viennent de passer. Vous savez, les députés provinciaux passaient autant de mois sans être payés et ils ont trouvé l'occasion pour se faire payer une santé financière. Ça ne pouvait qu'être de la sorte. Vous avez vu également que les dossiers de certaines provinces sont allés jusqu'au niveau de la Cour, au niveau du Conseil d'État. Le Conseil d'État a profité aussi pour faire ce qu'il peut faire. Mais ça montre vraiment une mauvaise image de notre pays. C'est comme si nous n'aimons pas notre pays. S'il y avait de l'amour, on pouvait néanmoins limiter les dégâts. Comment tout un pays qui se dit un pays démocratique, on peut facilement manipuler les gens, manipuler de grandes personnes, même ceux qui sont censés s'occuper de l'appareil judiciaire, ils se laissent également tromper par nos amis qui manipulent facilement les billets des banques. Voilà. Maintenant, il y a cette problématique sur la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Ensemble à claquer là, plutôt envoie à claquer la porte parce que cette thématique aurait été écartée. Mais lors du dernier point de presse, le premier vice-président, Mbata dit qu'on n'a jamais élagué ces dispositions. Vous, qu'est-ce que vous allez dire? Donc, la publication bureau de vote par bureau de vote, dans la loi, donc la loi actuelle, c'est plutôt l'affichage des résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est quoi la différence, publication, affichage? Bon, le problème, c'est tout simplement notre façon de nous comporter. Parce que nous, Congolais, nous avons des difficultés, nous n'avons pas une moralité acceptable. Et parce que si on pouvait publier les résultats comme prévu dans la loi, même la loi actuelle, c'est prévu. Mais malheureusement, la CENI n'a jamais fait ça. La CENI s'est transformée à un appareil du gouvernement. Vous savez, en 2018, la CENI n'a pas fait ce travail à cause de la politisation en outrance de la structure. Et nous osons croire que cette fois-ci, on sera en mesure d'échapper à ces fléaux, mais j'ai doute fort que nous puissions échapper également à ces fléaux. Mais c'est qu'un vol est en train de faire. Est-ce qu'il a raison de pouvoir déjà alerter qu'il y aurait déjà fraude qui serait en train d'être préparée? Moi, personnellement, je crois que nous ne sommes pas loin
du processus de 2018. Donc, de 2023. De 2018, nous ne sommes pas loin de ce processus, c'est-à-dire la manière dont ce processus s'est déroulé. Mais pour que nous ne puissions pas retomber davantage dans ces chaos, il faut que nous puissions prendre des précautions avant d'arriver à 2023. Et nous devrions plutôt mettre des garde-fous, c'est-à-dire ici à mettre des sanctions appropriées à l'encontre des agents de la CENI ou des dirigeants de la CENI qui n'arrivent pas à respecter la loi telle qu'est dictée. Mais je suis moi-même dans la crête parce que je pensais, moi personnellement, qu'en 2023, notre pays ou la structure chargée d'organiser les élections, cette structure devrait travailler pour montrer à la face du monde que non, nous avons décrié le processus de 2018, nous voici à 2023, nous allons faire mieux que les kabylistes qui étaient au pouvoir. Mais si nous n'organisons pas correctement les élections de 2023, je suis sûr et certain que nous allons vers une destination tout simplement inconnue. Inconnue. Voilà, pour terminer, un mot par rapport à ce qui concerne dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'insécurité. Tout ce qui se passe à l'Est pour le moment, d'abord, nous tenons à féliciter notre armée qui a pris les choses en main, et contrairement à certains discours. J'encourage l'armée à aller de l'avant, de ne pas s'arrêter, de ne pas traîner dans les dossiers de dialogue qui ne donne aucun résultat. Nous avons déjà dialogué à maintes reprises avec Kagame, mais il n'y a pas de résultat. Il faut foncer, il faut attaquer. S'il faut prendre un village, même du Rwanda, ça sera une bonne chose. Au lieu de traîner tout le temps. Et, vous voyez, quand le Rwanda constate que non, notre armée est en avance sur terrain, il provoque les dialogues et tout ça. On va dialoguer d'abord avec qui et sur quelle thématique. Et moi, personnellement, je ne sais pas. Parce que ce qu'on appelle communément M23, c'est une structure fabriquée de toutes pièces par les Rwandais, qui est soutenue par les Rwandais pour continuer à piller l'Est de notre pays. Il faut tout simplement que nous, Congolais, nous puissions prendre le dessus et surmonter ces pièges tendus devant nous par les Rwandais. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur le député national Paulin Oudjian, de votre passage. On va recevoir un autre acteur pour parler aussi toujours de la loi électorale, mais l'aspect perspective après les rejets de ces initiateurs. Rodrigue Ramazani.